Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur Vision 4 Télévision. C'est bien sûr votre programme décryptage qui démarre comme tous les vendredis à 21h. Il n'était pas attendu et pourtant il a été l'homme de la présidentielle 2018 au Cameroun. Certains lui prédisaient un résultat qui était parfois médiocre, parfois ridicule, et pourtant il a eu un résultat honorable lors de la dernière présidentielle de notre pays, le Cameroun. Comment a-t-il fait? Qu'est-ce qui l'a marqué lui-même personnellement au cours de la campagne électorale et puis le moment qui a suivi le contentieux post-électoral? Comment a-t-il vécu ce que la presse a appelé au Cameroun la crise post-électorale au Cameroun? Quels sont ses projets d'avenir? Quels sont ses rapports avec l'opposition camerounaise? Pourquoi n'est-il pas entré au gouvernement? Y avait-il une possibilité? Que reste-t-il des relations entre le parti Univers et la plateforme 11 millions de citoyens qu'il dirige? Mesdames, Messieurs, nous avons l'honneur, le privilège, l'avantage d'avoir ce soir sur le plateau de décryptage Cabral Liby, le plus jeune candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, est avec nous ce soir. On parlera bien sûr d'actualité. Avec lui, on reviendra sur le discours du doyen d'âge du Sénat camerounais, Chief Moukete, des propos qui ont fait le buzz sur la toile. On parlera du scandale du lycée de Dedo et bien sûr de l'hôpital du district de Dedo qui a été suivi par des sanctions fortes du ministre de la Santé, Malachi Manaouda. On parlera de l'avenir politique de Cabral Liby. On parlera surtout de son parti politique, les citoyens. Mesdames, Messieurs, on va juste prendre une respiration à la régie et derrière nous serons avec Cabral Liby. À tout à l'heure. Le Cameroun sera-t-il présent à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 prévue en Égypte? On n'a pas encore de réponse à cette question. Nous attendons toujours la décision du tribunal arbitral de sport de Lausanne. Mais pour le moment, on a au moins ce soir les différentes poules de la CAN 2019. Le tirage au sort se déroule en ce moment. Vient juste de s'achever dans la poule A. On retrouvera l'Égypte, pays organisateur, la République démocratique du Congo, l'Ouganda, le Zimbabwe. Poule B, Nigeria, Guinée, Conakry, Madagascar, Burundi. Poule C, Sénégal, Algérie, Kenya, Tanzanie. Poule D, Maroc, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Namibie. On parle de la poule de la mort. La poule E, Tunisie, Mali, Mauritanie, Angola. Et la poule F qui nous intéresse, on retrouve le Cameroun, le Ghana, le Bénin et la Guinée-Bissau. On va rapidement reprendre la poule du Cameroun. Cameroun, Ghana, Bénin, Guinée-Bissau. Voilà donc la composition de la poule du Cameroun. Je rappelle que le Cameroun est le détenteur de la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est l'autre pays qui devait organiser cette compétition. Mais pour des raisons de glissement, pour reprendre les termes qui ont été utilisés par le président de la République et par la Confédération africaine de football, la CAN n'aura pas lieu au Cameroun, elle aura plutôt lieu en Égypte. En 2021, le Cameroun abritera la CAN. Et puis on l'a appris aujourd'hui, le Cameroun pourrait abriter le CHAN, le championnat d'Afrique des nations amateurs, qui était prévu en Éthiopie en 2020. Notre pays pourrait donc l'abriter. Cabral, bonjour. Bonsoir, s'il vous plaît. Bonsoir à vous, Monsieur Obama. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs que j'ai le plaisir de retrouver. Il me semble que la dernière fois que je suis passé à Vision 4, c'était dans la période électorale. Tout à fait, avant la période présidentielle. de campagne électorale, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Je reviens dans cet immeuble, encore que je crois que celui-ci est contigu à celui dans lequel je venais régulièrement dans le cadre des chroniques que je faisais tous les dimanches ici pendant une certaine période, 2 ou 3 ans, je ne sais plus très bien. Mais je dois reconnaître que beaucoup de choses ont changé. C'est beaucoup plus professionnel, ça ressemble un peu à ce qu'on voit ailleurs dans le monde. Mais bon, félicitations à vous. Merci. Vous êtes resté très proche de Vision 4, on va le dire. On vous a vu présent hier à la cérémonie, c'était avant-hier, mercredi, à la cérémonie d'inauguration officielle de Vision Finance SA, ici à Yaoundé et puis à Douala. La question qui revient toujours, pourquoi Cabral était là? J'ai reçu la double invitation
du promoteur de cet établissement financier. Et comme je l'ai dit lorsque j'ai été interviewé, je crois que le ventre mou de l'économie camerounaise, et c'est une problématique que je n'avais eu de cesse de rappeler pendant la campagne électorale, c'est le financement. Beaucoup de jeunes Camerounais ont du talent, beaucoup de jeunes Camerounais sont formés, beaucoup de jeunes Camerounais ont des projets, mais n'accèdent pas au financement nécessaire au lancement de leurs projets, donc à l'accompagnement financier auquel ils aspirent. Alors lorsque j'ai reçu l'invitation du promoteur de cet établissement financier, je suis venu, ou j'y suis allé, pour écouter. Je voulais prendre connaissance des services qui étaient offerts, des offres qui étaient faites, des produits qui étaient offerts. Mais lorsque j'ai entendu, par exemple, que le traitement du dossier pour le crédit prendra 24 heures, lorsque dans les discours qui ont été faits, j'apprends que des assurances sont données aux jeunes qui sont invités à postuler pour avoir accès au crédit, je me dis, c'est un établissement financier de plus. Il en faut d'ailleurs davantage, donc c'est à encourager, c'est un entrepreneur. Et puis de toute façon, cette entreprise-là est, je crois, la 4e, la 5e ou la 6e d'ailleurs, à mettre à l'actif du promoteur. Ben, c'est le lieu de saluer le dynamisme de ce compatriote-là. Merci, Cabral. On parlera d'abord des questions d'actualité avec vous, puis on évoquera la période post-électorale et peut-être même l'élection présidentielle elle-même. On terminera par vos projets, les citoyens, votre parti politique et pourquoi pas, on en saura un peu plus sur votre participation ou pas à l'élection, aux élections municipales et législatives à venir. Est-ce que le canevas vous convient autant que moi? Ben, écoutez, je me soumets... Vous n'avez pas le choix en tout cas. Voilà, je n'ai pas le choix. Parlons des présidents qui tombent en Afrique. On commence par là. Hier, c'était Omar El-Béchir. Avant Omar El-Béchir, c'était Abdelaziz Bouteflika. Qu'est-ce que cela vous inspire, cette actualité, ces présidents qui sont bousculés par le peuple, par la rue? Pour moi, c'est une confirmation de ce qui figure dans pratiquement toutes les constitutions de tous les pays du monde. La souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce au travers de ses représentants élus. Et lorsque le peuple désigne des représentants et que ces derniers conservent le pouvoir, modifient l'ordre de dévolution du pouvoir ou les règles de dévolution du pouvoir, n'écoutent plus le pouvoir, le peuple, je veux dire, crée une césure avec le peuple ou entre eux qui sont détenteurs du pouvoir et le peuple, ce peuple est légitime d'exercer à nouveau sa légitimité par d'autres moyens que ceux-là qui ont été consacrés. C'est ce que j'appelle le retour du pouvoir au peuple. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de la démocratie populaire, la démocratie des cités grecques. Non, on ne pourrait pas revenir à cela. Nous sommes bien dans la démocratie représentative. Mais ce qui arrive, pas seulement maintenant, c'est arrivé en Tunisie avant, c'est arrivé au Burkina Faso, nous rappelle quelque chose de basique. Dans la démocratie représentative, lorsque le peuple vous délègue le pouvoir, vous n'en êtes que le mandataire. Et le peuple se conserve le droit de vous dessaisir de ce mandat et de le confier à quelqu'un d'autre. Mais lorsque le peuple se sent truandé, lorsque vous donnez l'impression qu'une fois que vous avez obtenu le mandat du peuple, ce peuple n'a plus rien à dire, ni sur la façon dont vous utilisez ce mandat, ou vous l'exercez, ce peuple n'a plus le droit de vous préférer quelqu'un d'autre, ben ce peuple utilise d'autres moyens. Ça légitime en quelque sorte le travail de la rue, mais en fait, la mobilisation dans la rue. Mais ce qu'il faut saluer dans ces pays-là, tout de même, c'est que c'est un niveau de démocratie, notamment j'ai vu le cas en Algérie, c'est un niveau de démocratie tel que on accepte que le peuple s'exprime, on accepte que le peuple manifeste. Et je salue également dans ces pays-là l'attitude de l'armée. Parce que souvent l'armée a décidé de se mettre hors de cela et à un moment décisif, l'armée a pris position pour donner du sens à ce que demandait le peuple. Tout cela doit nous enseigner. Nous devons éviter que cela nous arrive. Et pour que nous, au Cameroun, cela ne nous arrive pas, il faut que ceux qui sont détenteurs du peuple, du pouvoir du peuple, il faut que les délégataires du mandat du peuple l'exercent
en sachant que ce peuple reste souverain et que si ce peuple se rend compte un jour qu'il ne peut plus par les voies constitutionnelles et légales exercer son pouvoir, il peut être tenté d'imiter ce qui se fait ailleurs. Parce qu'on peut toujours apprécier, on peut toujours dire ce qu'on veut, il est toujours préférable d'éviter qu'on en arrive là. Parce que non seulement ça peut créer un ralentissement du point de vue économique dans un pays, mais également pour ces hommes d'État qui, pour certains, ont exercé le pouvoir pendant plusieurs décennies, quitter le pouvoir dans ces circonstances-là, dans ces conditions-là, parfois la queue entre les jambes, on ne peut pas le souhaiter pour un homme d'un certain âge, et qui, à l'actif de qui on peut effectivement, lorsqu'on fait une rétrospective de ces pays-là, mettre des choses absolument bonnes, absolument appréciables. Mais, que dit la Bible? Pour nous qui croyons en Dieu, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il faut toujours s'assurer, même lorsqu'on aura mis 50 ans au pouvoir, que la fin aussi soit bonne tout autant que le commencement. C'est vrai qu'on a quand même l'impression que c'est une illusion de changement, que ce soit avec El Béchir ou Bouteflika. C'est un proche de Bouteflika qui gère la transition en Algérie. Le ministre de la Défense était un cacique du pouvoir, un ancien des renseignements au Soudan. C'est lui également qui a pris le pouvoir, qui promet d'organiser l'élection présidentielle. Est-ce que le peuple finalement cette illusion-là d'avoir le pouvoir pour le peuple qui est toujours et régulièrement tourné en bourrique? Alors, vous posez là une question fondamentale, parce que dans la plupart de ces pays où on a observé le départ d'un chef d'État sous la pression populaire, souvent, ça a été annoncé avec triomphalisme, parce qu'un homme a été remplacé par un autre, ou simplement parce qu'un homme qui était à la tête de l'État est parti. Mais il y a un autre enseignement qui est induit, c'est que dans un pays où un homme a exercé le pouvoir pendant longtemps, il ne s'agit plus à un certain moment d'un seul homme. Il s'agit désormais de tout un système. Et vous pouvez faire tomber l'homme, faire tomber le système, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que les systèmes qui exercent le pouvoir sur la durée, sur la longue durée, sont absorbants. Ils absorbent généralement des intelligences, des stratèges, des talents qui sont impatients ou alors qui n'acceptent pas de lutter. Et souvent, la société civile et l'opposition s'en trouvent atrophiées. Je ne veux pas dire que tous ceux qui adhèrent à ces systèmes-là, ils vont par conviction. D'aucuns, ils vont par opportunisme, comme je le disais tout à l'heure. D'autres simplement parce qu'ils ne veulent pas se battre. Mais toujours est-il qu'à un moment, lorsqu'arrive le moment de l'alternance, sous la pression populaire, on se rend compte souvent qu'il n'y a pas eu une préparation de remplacement. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas un groupe de personnes qui sont susceptibles d'accéder au pouvoir tout de suite en remplacement, comme on pourrait le voir aux États-Unis, mais parce que là-bas c'est préparé. Donc l'enseignement qu'on devrait tirer de cela, c'est que pendant qu'un homme exerce le pouvoir, pendant qu'il y a un gouvernement en exercice, l'opposition doit elle aussi se préparer à prendre le pouvoir. L'alternative doit se construire en permanence par des hommes de conviction, par des hommes courageux, par des hommes qui portent une vision ou des visions, des idéaux, par des équipes qui s'organisent, de telle sorte que le jour où le peuple jette son dévolu sur eux, qu'ils soient en mesure de préparer le pouvoir, de s'emparer du pouvoir et de l'exercer. Mais ce que vous avez dit est fondamentalement essentiel et enrichissant, en tout cas en termes d'enseignement, c'est que vous pouvez faire facilement tomber un homme, mais pendant que vous battez le macadam pour faire tomber un homme, tous ceux qui sont tout autour de lui, eux, ils sont en train de se préparer à prendre le pouvoir. Et dans le cas spécifique de l'Algérie, on a vu que le peuple s'est comporté différemment des autres cas. Parce que d'abord, l'armée a réagi, ils ont même rejeté l'armée. Il y a eu d'autres segments qui ont réagi, ils ont rejeté, ils ont dit, nous ne voulons pas seulement le départ de M. Bouteflika, nous voulons carrément le départ de tout le monde. Ben ça, c'est difficile en tout cas, le processus n'est pas à son terme, on verra comment ça va se terminer. D'accord. On va essayer de liquider toutes les questions qui sont régulièrement posées sur la toile. Certaines vous paraîtront banales, mais elles sont importantes pour nous téléspectateurs. On évoquera des questions d'actualité, notamment la réaction de M. Moukete, le lycée de Deido. Mais parlons d'abord de les relations actuelles
entre l'entité 11 millions de citoyens et le parti Univers? Où en est-on? On en est que le partenariat signé le 11 décembre 2017 entre 11 millions de citoyens et le parti Univers est toujours en cours. Ce partenariat tient toujours. Il se passe juste qu'à l'issue d'une réunion qui s'est tenue le 3 mars, on a convenu qu'avec la stature que j'ai aujourd'hui, qu'il était préférable que 11 millions de citoyens, le leader de 11 millions de citoyens, crée un parti politique. Et 3 jours plus tard, une assemblée constitutive s'est tenue et un parti politique a commencé à voir le jour parce que la procédure est en cours. Le dossier se trouve actuellement sur la table, je vais dire dans les bureaux du ministère de l'administration territoriale, puisque nous nous y sommes rendus et nous avons pu retrouver la trace du dossier du nouveau parti Les Citoyens. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de parricide? Parce que le professeur Nkoumvondo, le parti Univers, vous a quand même accompagné pendant la dernière élection présidentielle. Le professeur vous présente comme son fils. Il dit qu'il est prêt à se sacrifier, à se mettre derrière vous, quel que soit le parti que vous choisirez pour vous accompagner à la présidence, à étudier. Mais vous, aujourd'hui, vous créez un autre parti alors que le parti Univers aurait pu vous accompagner. Ça veut dire que tout à l'heure, vous ne m'avez pas bien compris. Je vous ai bien compris, mais je veux avoir votre avis sur l'ambiguïté qu'il y a aujourd'hui, parce que le professeur Nkoumvondo, lui, il vous a fait confiance, il vous a accompagné, il est toujours prêt à vous accompagner. Pourquoi n'avoir pas proposé au professeur Nkoumvondo de créer, du moins, d'organiser une assemblée générale avec le parti Univers et que le parti Univers et 11 millions deviennent au face 1? Je ne comprends pas pourquoi vous vous entêtez à faire une interprétation malsaine d'une situation pourtant simple. Je suis en train de vous dire que la réunion du 3 mars a été présidée par le professeur Nkoumvondo et que c'est lui-même qui a suggéré que nous créions notre parti politique. Le professeur Nkoumvondo qui a suggéré? Lui-même, que nous créions notre parti politique parce qu'on avait 2 options. Il y avait l'option de réajustement dans le directoire du parti Univers. J'avais suggéré au professeur quelques semaines avant qu'il me nommât secrétaire général. Du parti Univers. Du parti Univers. Il n'a pas cédé à cette suggestion, en réalité, venait de la base. Et lui-même a pu le ressentir puisque nous avons plusieurs fois été sur le terrain. Et chaque fois, lorsque nos compatriotes et camarades prenaient la parole, ils souhaitaient que maintenant que nous allons aux élections législatives et municipales, que je puisse, pas seulement moi d'ailleurs, que d'autres camarades qui souhaitent entrer en politique, partant de 11 millions de citoyens, puissent occuper des fonctions dans le parti Univers. Bon, le professeur, après réflexion, a estimé qu'il était préférable que, compte tenu de ma stature à moi, il a estimé que je ne méritais plus d'être simplement un secrétaire général dans un parti politique qui a d'autres responsables. Il a pensé que je pouvais voler de mes propres ailes au regard du travail que nous avions abattu pendant la présidentielle, mais il nous a apporté l'assurance et la garantie qu'il serait toujours là, que je resterai éternellement son fils et qu'il nous apporterait toujours sa longue et riche expérience pour nous accompagner dans notre nouvelle aventure. Et c'est le lieu encore pour moi de rendre hommage au professeur Nkoumvondo. Je ne le dirai jamais assez. Maître de conférence, c'est son grade. Homme politique de forte expérience. Son parti politique faisait partie des 22 partis politiques qui avaient la latitude au regard du code électoral d'aller à l'élection présidentielle. Il a pris sur lui, en toute humilité, d'investir son cadet que je suis et il nous a accompagnés tout au long de cette aventure que vous avez vous-même qualifiée d'exaltante à l'entame de cette émission. Moi, je lui suis éternellement reconnaissant et à travers moi, tous ces jeunes et tous ces hommes, toutes ces femmes qui se sont engagés en politique pour la première fois, par ma voix, lui expriment leur reconnaissance. Donc, inutile de conjecturer sur un parricide ou que sais-je encore. J'entends et lis un certain nombre de choses. En tout cas, ça ne viendra jamais de moi. L'interprétation est peut-être malsaine, je vous le concède, mais est-ce qu'on ne ressent pas en toile de fond un malaise? C'est le professeur Nkoumvondo, je l'ai reçu sur le plateau du Club de l'Élite, il a dit que quel que soit le parti politique qui vous investirait, il sera derrière vous. Pourquoi ne vous avoir pas confié les rênes de son parti Univers s'il croit tant en vous? Est-ce qu'il n'y a pas derrière des problèmes entre le professeur Nkoumvondo et vous, ou tout au moins ceux qui vous accompagnent, vos lieutenants? C'est pour ça que je disais en off, avant l'émission,
que pour vous avoir fréquenté pendant les chroniques, je vous connais un côté quelque peu vicieux. Vous voyez à quel moment de l'émission, vous-même vous faites l'aveu de ce que sur votre plateau, le professeur avait annoncé que je pourrais être investi par un autre parti politique et prenait l'engagement devant vous-même qu'il m'accompagnerait. C'est ce que j'essayais de vous dire depuis 10 minutes en d'autres termes. En revanche, dans toutes les familles politiques, dans tous les partenariats du monde, il peut y avoir des malaises. Et dans notre cas, il y a eu un malaise. Voilà. Malaise, mais c'est tout autre chose. Ça n'a rien à voir avec nos rapports. Le malaise est né de ce que certains membres du mouvement 11 millions de citoyens sont allés au Parti Univers. Le Parti Univers les a accueillis tout naturellement parce que nous étions en partenariat. Mais eux, une fois de ce côté-là, se sont autorisés soit des sorties malencontreuses, soit des propos désobligeants, parfois injurieux à l'endroit de leurs anciens camarades du mouvement 11 millions de citoyens. C'est ça qui a créé un malaise et c'est tout à fait normal qu'il y ait ce type de malaise. Mais bon, comme je vous l'ai dit, dans toutes les familles, il peut y avoir un malaise. De toute façon, il y a eu une réunion et c'est ce malaise qui a commandé la tenue de la réunion que j'ai évoquée tout à l'heure le 3 mars, à l'issue de laquelle la résolution de créer un parti politique a été prise. J'espère que maintenant vous êtes satisfait par les réponses et ceux qui nous regardent également. Une question peut-être banale, mais qui revient régulièrement sur la toile. Un certain Sam Séverin Ango, je présume que vous le connaissez, il a été porte-parole de Akeremouna. Il a démissionné, soit il a été viré. On n'a pas l'exactitude sur les faits, mais il a rejoint un autre candidat. Il le dit régulièrement être celui qui vous a emmené à vous, en politique, du moins à être candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que Cabral, aujourd'hui, peut être clair sur le sujet? Y avait-il une relation antérieure entre M. Ango et vous? Quel rôle a-t-il joué dans votre arrivée sur la scène politique? Alors, du peu que je sais du personnage, c'est qu'il fut chroniqueur sportif. Puis, par la suite, lorsque j'ai signé un contrat avec Radio Equinox pour faire des chroniques matinales, parce qu'il faut rappeler que pendant que je faisais des chroniques sur Vision 4, oui, j'en faisais depuis 2015. Et ça a duré 2 ans et demi. Je faisais une chronique à 7h20 sur Radio Equinox. Et à l'époque, d'ailleurs, c'était dans le journal. C'est Madame Sandrine Yamga qui présentait le journal. Puis par la suite, elle a été remplacée par Monsieur Sam Séverin Ango. Donc, il était de l'autre côté du bout de fil, puisque moi, je présentais les chroniques au téléphone à partir de Yaoundé. Bon, lorsque vous échangez tous les matins dans le cadre d'un rapport professionnel, il peut naître évidemment une affinité d'ordre professionnel. Il peut même naître une séduction qui fait que, par la suite, M. Sam Séverin Ango a souhaité faire partie de mon équipe de campagne. Sauf que, si mes souvenirs sont bons, les conditions à l'époque, qui semblaient être les siennes, ne nous convenaient pas. Et il a jeté son dévolu sur une autre formation politique où les conditions que nous ne pouvions pas satisfaire avaient été satisfaites. Vous savez, est-ce qu'il a je ne suis pas clairement exposé ces conditions? Oui, bien sûr, mais comme c'était les siennes, quand vous le verrez, il vous les donnera. Donc, pendant la campagne électorale, je l'ai vu passer, je crois, d'un premier groupe à un deuxième, je crois à un troisième ouais, maintenant. Mais je crois que c'est un peu le profil de l'homme, parce que même du temps où il était chroniqueur sportif, je pense qu'il avait fait plusieurs radios et télé. Donc, je crois que c'est un peu comme cela. Maintenant, qu'ils disent qu'il m'a inspiré, il me souvient qu'un jour, j'étais d'ailleurs aux Jeux universitaires. À l'époque, j'étais moi-même journaliste, aux Jeux universitaires de Bamenda. Et l'élection de Emmanuel Macron battait son plein. Et il m'a été demandé de faire une chronique sur les profils camerounais. Des Macron camerounais. Des Macron camerounais. Et j'avais fait une chronique, j'avais cité Mathias Seriko Nangini, la dame Kawala, Serge Espoir Matomba, qui eux étaient déjà en politique. Et après la chronique, souvent, il y avait des échanges à bâton rompu pour éclaircir certains points de la chronique. Et puis il m'avait posé la question suivante. Monsieur Cabral Libi, il se dit ici et là que vous-même,
vous devriez faire partie de cette liste que vous venez de donner. Et je lui ai donc donné la réponse suivante, que puisque vous me posez la question, sachez que j'ai décidé qu'en 2018, j'entrerai en politique et je serai porteur d'un projet de société. C'est ce propos-là, d'ailleurs, qui a été repris le jour même sur Internet par une personne dont je n'ai jamais pu retrouver l'identité, donc ce n'était pas celui dont vous parlez, et qui avait dit qu'Abraham Libi annonce sa candidature à l'élection présidentielle. Vous vous souvenez du buzz? J'étais encore à Bamenda. Du coup, ce jour, je me rappelle, dans la rue, sorti de l'hôtel à Yaba où j'étais, les gens me saluaient dans la rue déjà. « Good morning, Mr. President ». J'étais un peu pris de court. Et c'est en ce moment que j'ai dit, n'allons pas vite en besogne. Allons d'abord aux inscriptions sur les listes électorales. Je préfère m'arrêter là, puisque j'imagine qu'il y a des questions beaucoup plus importantes qui nous attendent. Maintenant, les êtres humains peuvent toujours jouer l'intéressant. Et je crois d'ailleurs que c'est quelque chose d'important. De temps en temps, on peut dire qu'on a connu Barack Obama ou qu'on a rencontré George Bush. Bon, à beau mentir, celui qui dit des choses là où ceux qui sont devant lui n'étaient pas là où il prétend les avoir faites. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai vu chez nos confrères d'en face. J'ai eu l'impression que vous n'aviez pas la possibilité d'éclairer l'opinion tellement ça allait dans tous les sens. Excusez-moi. Je voulais qu'on tue certaines rumeurs. Et là, la rumeur dit dans l'opinion publique et sur la toile que Abraham Libi aujourd'hui roule carrosse, qu'il vit à Bastos, qu'il a des grosses voitures, que cela est la résultante du fundraising. Est-ce que c'est vrai? Et qu'en plus, je touche un salaire sans travailler. Allez jusqu'au bout. Pour que je réponde à tout ça. Allez-y. Sauf si la question du salaire ne vous intéresse pas. Je la poserai plus tard, allez-y. Bah, ok, je répondrai plus tard. Alors, est-ce que je roule carrosse? La réponse, c'est non. Je mène une vie, par la grâce de Dieu, comme celle que j'ai toujours menée. Est-ce que j'ai des maisons à Bastos? Pas encore. Si Dieu m'en fait grâce, ça arrivera, parce que c'est un quartier chic. Mais je crois même que, vous savez, l'idée que nous avons de l'urbanisation, si je devais un jour avoir les moyens de me construire une belle bâtisse, ce ne serait pas à Bastos. Parce que je crois qu'en ce moment-là, je chercherai un endroit qui est plus en adéquation avec l'idée que je me fais d'une ville urbanisée. Laquelle? C'est-à-dire qu'on pense l'urbanisation. Une ville, on ne construit pas à la hussarde, comme ça se fait. Mais Bastos, c'est le quartier chic, d'accord. Quand on y est, ça veut dire qu'on est d'une certaine catégorie sociale. Cela n'enlève, ce que j'ai dit tout à l'heure n'enlève rien à cela. Est-ce que j'ai 2 Mercedes? Je vous ferai même un aveu bizarre. C'est que ma Volkswagen, que j'ai achetée il y a 4 ans, et en ce moment-là, il y avait pas encore de cotisation, je n'étais pas encore en politique, et par la grâce de Dieu, à l'époque, elle m'avait coûté quand même 5 millions de francs. Cette Volkswagen, au moment où nous parlons, elle est au garage. Et par la grâce de Dieu, j'ai des camarades qui m'ont dit tu ne peux pas sortir d'une élection présidentielle et continuer à prendre le taxi. Parce que ce que les gens refusent de dire, c'est que le lendemain de la proclamation des résultats, je prenais déjà le taxi parce que la route où les taxis passent est à 10 mètres de là où j'habite. Ah, pour dire que j'habite pas Bastos, je suis exactement au quartier Bobogo, puisque de toute façon, ce document figure dans le dossier de candidature. Alors, mes camarades, dont certains sont dans ce studio, si vous avez vu tout à l'heure, je suis arrivé dans un cortège de 4 ou 5 voitures, et c'est à peu près la même chose depuis l'élection. Ils m'ont dit, ben voilà, jusqu'à ce que tu puisses acquérir un nouveau véhicule, et même lorsque tu l'auras acquis, si nous estimons qu'il n'est pas à notre goût, nous avons des véhicules, jamais toi, notre président, tu ne seras réduit à un statut de piéton. Maintenant, là, je peux vous dire que je roule carrosse, parce que je suis bien entouré. Entouré de personnes qui ont de belles voitures, de personnes qui peuvent m'offrir de beaux costumes. Il n'y a aucune honte à cela. Vous savez, je suis le premier homme politique au Cameroun à avoir réuni 30 millions, pour la première fois 30 millions de francs de sa vie, grâce au sacrifice des Camerounais. Dans l'histoire du Cameroun, c'est curieux, c'est-à-dire depuis le 12 juillet 1884. Non, on peut nuancer. Parce que Ruben Oumniobé, pour aller le 17 décembre 1942, je crois, pour son discours des Nations Unies,
avaient connu à peu près le même sort. Pour voyager du Cameroun pour les États-Unis, ça avait été une cotisation. On l'avait bloqué pendant 8 jours. Cela est écrit dans un ouvrage récent publié par M. Enom Yomese. On l'avait bloqué pendant 8 jours. On ne voulait pas lui donner le visa pour qu'il aille à New York. Et il avait été hébergé en France par des Camerounais, hébergé, nourri, blanchi par des Camerounais. Et le beau costume d'ailleurs qu'il portait au podium des Nations Unies, ben, c'est un costume qui lui avait été offert par les compatriotes. Souvent on me dit que je suis un peu dans le prolongement de cela. Non, de cette catégorie de personnes dont les convictions, dont l'engagement touchent leurs compatriotes au point que ces derniers se sentent l'envie de faire des sacrifices pour les accompagner. Certains de vos camarades, comme l'ancien coordinateur de l'Ouest, je parle de 11 millions de citoyens, estiment que vous n'avez pas fait les comptes après l'élection présidentielle. Au contraire, on vous a vu aux États-Unis en compagnie de votre épouse, que vous n'êtes pas prêt à mettre votre tablier pour une assemblée générale élective. Quelle est la situation aujourd'hui au sein de 11 millions de citoyens, surtout à l'Ouest Cameroun? Alors, il y a quelques semaines, une élection s'est tenue, une assemblée régionale réunissant les coordinations de tous les départements du mouvement 11 millions de citoyens s'est tenue. Et au cours de cette assemblée générale, il y a eu une élection à laquelle, d'abord, il y a eu une résolution, parce qu'il y a eu une précédente discussion, résolution qui tenait à ce qu'il y ait un coordonnateur intérimaire. Parce que moi, j'avais estimé qu'on ne pouvait pas faire d'élection en dehors de ce qui est prescrit par les textes. Je rappelle que les délais, et j'avais signé d'ailleurs aussi une directive dans ce sens, et je souhaitais que les choses se passent comme cela. Néanmoins, compte tenu du climat qu'il y avait à l'Ouest, toutes les autres coordinations ont exigé qu'il y ait une assemblée et qu'il y ait désignation par vote d'un intérimaire. Et je rappelle que la personne dont vous parlez a présenté sa candidature comme coordonnateur intérimaire cette fois, a battu campagne devant ses autres camarades et a perdu l'élection. Mais ça n'empêche qu'il soit candidat lors de l'Assemblée générale qui aura immanquablement lieu contre moi et je lui souhaite un meilleur sort. Mais quant au compte, puisque vous avez... et c'est d'ailleurs aussi l'occasion de rappeler que ce camarade est un camarade très dynamique. D'ailleurs, nonobstant tout ce qu'il dit, il est resté dans le mouvement. Et ce qui est particulier... Il est resté, mais c'est paradoxal parce que j'ai lu sur la toile, je me trompe peut-être, que toute sa famille appartient à une autre formation politique, notamment le MRC, et même son épouse. Oui, comment peut-on appartenir à une autre plateforme, soutenir un autre candidat et ne pas être en mesure de convaincre sa conjointe? Méfiez-vous de tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Moi, je peux vous dire que l'ancien régional de l'Ouest a acheté sa carte de 2018. Par contre, celle de 2019, il ne l'a pas encore achetée. Mais celle de 2018, il l'avait bel et bien achetée. Et son épouse? Et j'avoue que dans notre mouvement, nous n'allons pas fouiller dans les vies de nos camarades pour savoir d'abord s'ils sont mariés ou ce que font leurs épouses ou leurs époux. Mais pour les comptes, et je crois d'ailleurs que toutes les organisations à peu près normales fonctionnent comme ça, mais n'empêche, il y a certains camarades qui militent avec leurs épouses ou leurs époux. Pour les comptes, ça c'est important, c'est le lieu de vous rappeler que je suis le seul candidat à l'élection présidentielle qui a rendu public d'abord auprès de tous les responsables du mouvement et dans les réseaux sociaux les comptes, le compte d'emploi de l'argent qu'il avait reçu. Je suis le seul à l'avoir fait. Moi, je suis étonné encore aujourd'hui qu'on revienne. Pour moi, ça devient une question, je ne dirais pas agaçante, mais c'est une sorte de diversion ou de distraction. En fait, ces comptes existent dans les réseaux sociaux, tout le monde les a, mais lorsque quelqu'un qui les a reçus en primeur vient vous dire qu'il les veut, vous devez comprendre que c'est un blagueur. D'accord. D'ailleurs, je rappelle que les journalistes les avaient reçus aussi, et vous-même d'ailleurs. On va parler de politique avant d'évoquer d'autres questions d'actualité. Quelle est la position officielle de OMC 11 millions de citoyens, au sujet de la marche blanche, la marche dite blanche du 26 janvier, qui a débouché sur l'interpellation des manifestants du MRC? Vous savez, si je dois me prononcer sur les initiatives et les activités du MRC, je ne voudrais pas qu'on consacre toute l'émission,
parce que, à ce type de questions. Parce qu'après, vous allez me poser des questions sur les initiatives du SDF, après sur les initiatives de l'UPC. Tiens. Le MRC, c'est l'actualité. Ils ont été interpellés, le procès est en cours, et il est quasiment relayé régulièrement par les journaux. Ce serait, il me semble judicieux qu'on ait votre avis sur la question. Ce que j'essaie de vous dire, dans ce cas, vous voulez me poser la question sur l'actualité judiciaire. Parce que c'est sur des initiatives, des marches, j'ai ma stratégie à moi, nous avons notre démarche à nous, le MRC a le droit d'avoir sa stratégie qui peut consister en démarches et autres. Moi, je n'ai pas un mot spécial, sauf qu'on est dans un pays qui est régi par des lois que moi-même, je suis le premier parfois à contester ou à condamner ou à critiquer, notamment les lois liées, ou alors l'application des lois liées aux réunions publiques et aux manifestations publiques. Les réunions publiques sont libres au Cameroun, et c'est le lieu de le rappeler encore. Et le législateur de 1990 n'a pas prévu l'hypothèse d'interdiction d'une réunion après déclaration. Mais vous voyez bien que tous les jours, les interdictions en totale marge de la loi sont faites par des autorités administratives. Tout comme sur la question des manifestations publiques, en revanche, le législateur a prévu qu'une manifestation, un défilé, une marche, tout ce que vous voulez, puisse être interdite par une autorité. Lorsque cette interdiction est faite, maintenant, vous avez le choix entre la braver ou la respecter. Nous, généralement, de notre côté, lorsque notre congrès a été interdit en Ngaoundéré, vous vous rappelez, en février 2018, nous nous en sommes tenus à cela, nous avons saisi la justice. Lorsque nos réunions ont été interdites à notre QG quelques jours après la campagne, nous nous en sommes tenus à cela. Donc chaque fois que nous, on nous a interdit, l'autorité a estimé qu'elle devait interdire nos réunions, nous nous en tenons à cela. Ça, c'est notre démarche à nous. Maintenant, je prends acte de ce que, au niveau du MRC, eux, nonobstant l'interdiction, avaient décidé de marcher. C'est leur stratégie. Maintenant, ce qui est arrivé après n'a rien d'étonnant non plus, parce qu'il est également prévu dans les textes en vigueur au Cameroun. Textes dont je précise encore qu'ils méritent d'être perfectionnés pour que nous soyons dans une vraie démocratie. Mais puisque ça existe, ça s'appelle le droit positif, c'est-à-dire la norme en vigueur. Cette norme prévoit un certain nombre de choses qui arrivent lorsque des citoyens décident de braver une interdiction. Et je crois que ce sont ces choses-là qui sont en train d'arriver au MRC. C'est pour cela que souvent, il y a une pensée que j'aime rappeler pour dire que le jusqu'au-boutisme est une qualité extraordinaire lorsqu'elle est l'expression d'une persévérance déterminée. Mais le jusqu'au-boutisme peut également devenir un immense défaut lorsqu'elle est l'expression d'un entêtement capricieux. C'est juste une pensée que je partage avec ceux qui nous écoutent, mais après l'avoir partagée, je voudrais lancer un appel à l'apaisement. Je considère, moi, que pour l'image de notre démocratie, il n'est pas bon qu'un candidat à une élection présidentielle soit arrêté et placé en détention quelque temps après une élection. On dit la même chose. Ça donne l'impression, Cabral. Vous parliez tout à l'heure de l'application de la loi et des mécanismes juridiques qui peuvent amener l'État à prendre des mesures sur la base de la loi pour quelqu'un qui a bravé cette loi. C'est le cas des militants du MRC. Que dites-vous d'ailleurs sur la question à ceux qui pensent que vous n'êtes pas solidaire au professeur Maurice Kamto? Avant d'y arriver, je voudrais préciser, sans être un magistrat ou un avocat, mais tout juriste sait qu'il y a deux façons d'appliquer la loi. On peut avoir une application rigoriste, on peut avoir une application souple. Vous savez que dans ce pays, on peut très bien vous poursuivre, mais vous laisser comparaître libre. Ça peut arriver. Mais il appartient au juge de le décider. Donc, sur cette question-là, je pense qu'on est bien clair. Maintenant, vous m'avez bien compris quand je le dis. Donc, j'appelle à une application, je dis on peut faire une application souple de la loi. D'ailleurs, je l'ai souvent dit pour le cas de la crise anglophone
en rappelant d'ailleurs que la loi a prévu que le président de la République puisse mettre un terme à des poursuites judiciaires lorsqu'il estime que la cohésion, en fait la loi mentionne les raisons pour lesquelles cela peut arriver. Mais je voudrais également préciser que, et ça fait un pont avec l'autre question que vous m'avez posée, que en marge de la marche, il y a eu des actes excessifs qui ont été posés dans notamment les ambassades. Vous vous en souvenez? Mais ça, ce n'était pas au Cameroun, c'était à l'étranger. Je crois que c'est arrivé en France, c'est également arrivé en Allemagne. Bon, maintenant, est-ce qu'on va dire que c'est Maurice Kamto qui a commandité cela? Il appartiendra au juge de le déterminer. Mais attention, lorsqu'on s'engage à poser des actes excessifs, il ne faut jamais oublier qu'il y a parfois des indices que nous laissons et qui peuvent, in fine, devenir accablants. Lorsque quelqu'un qui a participé à la campagne d'un candidat à l'élection présidentielle se retrouve à l'étranger dans des réunions avec des groupes identifiés comme étant ceux qui ont cassé, on peut faire le lien. Lorsque des personnes dans l'entourage d'un candidat ou d'un homme politique annoncent des choses qui se réalisent, vous vous rappelez par exemple que le porte-parole, l'un des porte-parole du candidat Maurice Kamto, qui avait d'ailleurs annoncé la veille de l'élection que moi, le concurrent à son candidat à lui, j'étais en réunion le 6 octobre avec le directeur du cabinet civil accompagné de Joshua Ouchi. Vous vous rappelez que ce porte-parole-là avait publié cette information. Et je me rappelle d'ailleurs que des gens me disent encore aujourd'hui qu'ils n'ont pas voté pour moi à cause de cela. Mais il me souvient aussi que ce porte-parole-là avait fait des déclarations un peu excessives. Donc c'est la somme de tout cela qui peut peut-être justifier que la souplesse à laquelle j'appelle n'ait pas été choisie par le gouvernement, hélas. On va parler du scandale de Deido. Un enfant a été poignardé. Il en est mort au lycée de Deido où règne l'insécurité. Encore de nombreux confrères qui ont fait la descente sur le lieu et même Vision 4 Télévision. On vous a vu, notamment à la télé, également à travers les réseaux sociaux, vous étiez là-bas, les images ont été prises. C'était juste pour la propagande. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Dans la famille de M. Bello. M. Ernest Obama, j'ai rarement été aussi profondément meurtri par une actualité. C'est pour cela que je m'y suis rendu. Nous avons des enfants. Nous avons des frères et sœurs. Ils quittent nos maisons pour nous qui les encadrons. Ils vont à l'école. Et lorsqu'ils y vont, nous restons dans l'assurance qu'ils sont encadrés. Ils sont dans une enceinte publique. Là, il s'agit du lycée de Deido. Beaucoup de choses étaient dites dans les réseaux sociaux. Je suis allé rencontrer les responsables du lycée pour comprendre ce qui s'était passé. Ensuite, je suis allé rencontrer les parents. Ensuite, je suis allé à l'hôpital où il a été transporté. Je ne peux qu'adresser mes condoléances, les renouveler à cette famille. Je ne vous dis pas dans quel état était ce parent qui me disait « J'étais au travail. On me dit que quelque chose, on a poignardé mon fils. J'ai appelé 2 fois au lycée pour avoir l'information. Par 2 fois, ils m'ont dit qu'ils me rappelleraient, ils ne l'ont pas fait. Et c'est au volant de mon véhicule, traversant le pont de Deido, que j'entends dans le journal d'Equinox que mon fils est décédé. Je n'ai de mon fils aujourd'hui que ses chaussures. Même le sac qu'il avait ce jour-là. Même sa tenue, j'ai rien. Le corps est à la morgue. C'était un père meurtri. Ce que je veux dire, M. Ernest Obama, c'est que ce sont des choses inadmissibles. Je suis allé moi-même, je voulais comprendre, je voulais écouter. C'est inadmissible. Nous ne pouvons pas envoyer nos enfants dans des lycées et collèges. Ils y sont violés, puisque j'ai appris qu'on viole les garçons dans des lycées. Qu'on arnaque des élèves dans les lycées, puisque ce coup-là, c'est des personnes qui sont entrées armées et qui arrachaient des téléphones portables, puisque c'était un jour de remise de bulletins. Alors moi je dis ceci, c'est inadmissible. C'est pour cela que j'ai dit que la responsabilité de cet établissement doit être engagée. J'ai suggéré que les avocats prennent cette affaire en main. Pas que j'accuse le proviseur, parce que ce qu'on ne dit pas,
c'est que même les enseignants sont en danger. J'ai fait mon enquête. Il arrive qu'aujourd'hui, des individus parfois habillés en tenue scolaire sortent des couteaux contre des enseignants. Ça arrive. Mais dans quel monde sommes-nous? Alors je dis ceci, c'est des choses simples. Quand je passe à côté de la prison de Kondengui, l'une des choses qui me marque, puisque nous sommes à Yaoundé, c'est que le mur est étrangement haut. Et ensuite, il y a des barbelés. On m'a dit qu'au lycée de Deido, un lycée de 6 000 étudiants, 6 000 élèves, dans lequel s'étaient produits des cas similaires avant, de menaces d'élèves, on peut relever le mur, on peut mettre des barbelés. Est-ce que ça coûte si cher pour que les gens n'escaladent plus? Ce n'est pas une proposition extraordinaire. Mais M. Ernest Obama, qu'est-ce que ça coûte? C'est une proposition. Puisqu'il y a une clôture, d'avoir des services de sécurité à l'entrée d'un lycée. Pourquoi lorsque nous allons dans des ministères, dans des ambassades, nous trouvons des sortes de rectangles bizarres, nous passons et ça fait des bruits bizarres, on nous dit que nous devons vider nos poches. Donc c'est si difficile dans un lycée réputé dangereux. On n'est pas obligé de faire ça partout. Parce qu'il y a même des lycées où il n'y a pas de clôture du tout, où on entre même par le toit. Mais pour un lycée comme celui-là, nous sommes en zone urbaine. Ça vaut pour le lycée de Deido comme pour celui d'Aqua. Pour protéger et les élèves et les enseignants, on peut prendre ce type de mesures. Autre chose, le lycée de Deido se trouve à 2 pas de l'hôpital de Deido. Et moi, je vais vous dire que quelqu'un m'a confié que si cet élève avait été poignardé à côté de l'hôpital La Quintini ou de l'hôpital général, peut-être qu'il ne serait pas décédé. Mais cet hôpital-là, ce n'est pas la faute de l'urgentiste. S'il n'a pas de scanner, s'il n'y a pas de radio, je dis n'importe quoi. Parce que lorsqu'un enfant arrive avec une blessure à la poitrine, j'imagine qu'il y a un dispositif technique ou technologique qui permet par l'imagerie de voir l'ampleur de la blessure et de savoir comment faire. Bon, on a vu quelqu'un appuyant le cœur, appuyant la poitrine. Maçon. Moi, je reste convaincu que cette personne le faisait juste pour donner l'impression qu'il essayait de faire quelque chose. Mais comment on peut avoir un lycée de 6 000 élèves? C'est une proposition que je fais parce que parfois, il faut que des choses comme ça arrivent pour que nous prenions conscience. 6 000 élèves. On a un hôpital à côté. Mais M. Obama, pendant un cours d'éducation, comment on appelait ça? Éducation cours civique. d'éducation physique. Un élève peut avoir une entorse, une fracture. Mais si vous avez un hôpital à côté, dotez cet hôpital, en tout cas son service d'urgence, du matériel nécessaire. Est-ce que c'est si difficile de protéger nos enfants? Et d'ailleurs, dites-moi, le côté humain, le cœur. Oui, je salue les mesures qui ont été prises par le ministre de la Santé de sanctionner une personne ou deux qui faisait des selfies parce qu'on est maintenant dans un pays où on filme même quelqu'un qui est en train de mourir. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on ne s'empresse pas de prendre les sanctions qu'il faut pour remédier à la situation. C'est-à-dire qu'au moment où nous parlons, cette clôture devrait déjà être en chantier. On devrait déjà voir des gens en train d'installer des barbelés. On devrait déjà voir dans des lycées susceptibles d'entretenir ce genre de choses. Voir des sociétés de sécurité installées à l'entrée de ces lycées. D'ailleurs, j'ai appris une chose. Que dans un lycée, quelque part dans le Mungo, un proviseur a été attaqué en justice à cause d'une affaire d'immatriculation du terrain du lycée. Et que ce proviseur paye de sa poche en justice les frais de ses avocats. Et ça m'a amené à réfléchir parce que j'ai dû enquêter. Je me suis dit, mais même s'il y a un contentieux foncier sur l'immatriculation d'un établissement scolaire, mais ce proviseur, il représente l'État. Pourquoi il devrait se battre, lui, en son nom? Il s'agit de l'État. Donc l'État, M. Ernest Obama, doit prendre ses responsabilités pour protéger les enfants. Parce que sinon, on a l'impression qu'on est en train de créer des conditions pour que tout le monde envoie son enfant dans un collège privé. Oui, parce que ça n'arrive quand même pas à Vogt, hein. Ça n'arrive quand même pas à Jean Tabi, ce genre de choses. Même tout le monde n'aura jamais l'argent pour aller payer 200 000 ou 300 000. Non. Le public doit reprendre ses responsabilités. Mais que ça cesse. J'ai souvent l'habitude, excusez-moi de m'étendre là-dessus, parce qu'on peut parler, enfin, vous me parlez des gens qui racontent des âneries sur des plateaux de télé. Voilà des sujets importants.
Vous croisez deux élèves de l'école primaire. Faites cette expérience. D'ailleurs, c'est bien, il a plu de ce côté-ci. Ah, ils sont en congé. Mais attendez, bientôt, dès lundi, c'est la rentrée. Deux élèves qui rentrent de l'école. Comment savez-vous que l'un d'entre eux vient d'une école publique? Parce qu'il est sale. Merci. Vous pouvez passer à l'autre question. Parce que justement, à l'école publique, ils sont 300 par salle. La pauvre maîtresse ne peut plus répondre. Ah, madame, on m'a tapé, madame, on a arraché ma craie. Elle ne peut même pas circuler parce que parfois, entre les bancs, il n'y a même pas d'espace pour circuler. Et bien, évidemment, à la récréation, on joue dans la poussière, on se déchire les sacs, on se déchire les habits. Alors que vous allez à l'école, les champions, j'ai dit n'importe quoi, on ne dira pas que j'ai fait la publicité, mais c'est à peu près les noms des écoles privées, souvent les champions, les paquerettes et autres. Donc, là-bas, on surveille les enfants, la cour, elle est bien, tout le monde est propre, et les enfants sont bien. Mais non! Que devient le service public, bon sang? Donc, c'est le service des enfants des pauvres qui sont à l'abandon. C'est l'hôpital des pauvres qui sont à l'abandon. C'est pour cela que nous nous battons pour que l'humain, M. Obama, revienne, retrouve sa place au cœur de l'État. C'est pour ça que nous nous battons. D'accord, merci. On va encore parler avec beaucoup d'émotion de ce sujet-là. Je vais avoir votre avis sur un autre sujet qui a marqué l'actualité cette semaine au Cameroun, le discours de M. Chief Mokete au Sénat, qui a été un peu plus émotif au sujet de la crise anglophone. Oui, j'ai vu les images, j'ai suivi les propos de Chief Mokete et Simi. En fait, le nom est même plus long encore. D'abord, moi j'ai été heureux de voir enfin un parlementaire s'exprimer comme ces parlementaires que nous voyons souvent dans les chaînes de télévision occidentales. Mais un parlementaire bon sang, il est un élu du peuple. Il jouit de l'immunité. Il a le droit de s'exprimer et même avec émotion. Oui, j'ai apprécié cela sur la forme. Et j'espère que les nouveaux élus, en tout cas les nôtres, ainsi ils se comporteront. Parce que si aujourd'hui le Parlement est réduit à l'insignifiance, c'est parce qu'on a l'impression que les élus sont simplement des figurants, sont des exécutants. Ils ne sont plus des porteurs de vision. Ils ne sont plus des défenseurs des intérêts du peuple. Oui, c'est avec émotion qu'il faut défendre son peuple, parce qu'on le représente. Ça, c'est la forme. Dans le fond, en revanche, j'ai des soucis, vous savez. C'est un peu le problème de ceux de ma génération, avec la génération de certains de nos parents. Moi, j'ai fait de petits efforts pour apprendre l'histoire du Cameroun. Moi, j'ai lu que Chief Mokete était l'un des grands soutiens à la politique de la réunification. Il était pour un Cameroun uni, un et indivisible, aux côtés du président Ahidjo, à l'époque. Différemment d'ailleurs d'autres personnages, comme Diom Ngwa. C'est un personnage dont on parle peu, qui lui était l'un des rares anglophones à l'époque politiques à tenir tête à Ahidjo en lui disant qu'il fallait même qu'il y ait deux nationalités. Parce que lorsqu'on parle de l'Ambazonie aujourd'hui, en fait, l'un des personnages politiques au Cameroun à avoir vulgarisé la nationalité ambazonienne, c'est M. Diom Ngwa. Mais lui-même, par la suite, va être député de l'Assemblée nationale de la République unie du Cameroun, je crois de 1974 à 1977, lorsqu'il est décédé. Donc moi, ça me pose juste un petit souci de cohérence. C'est-à-dire que lorsqu'on a été partisan d'une République unie, une, indivisible, et qu'on siège justement au Sénat depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, bon, est-ce que c'est une sagesse qui vient justement après 100 ans? C'est possible. Et puis, elle est la bienvenue. Mais moi, je vais vous dire, vous connaissez ma position, je ne partage pas l'idée de fédéralisme. Parce que je reste convaincu que la crise anglophone n'est pas une crise fédéraliste. Elle n'est pas une crise sécessionniste. Elle est une crise autonomiste. J'ai eu à l'expliquer à maintes reprises. Le 4 mars 1916, nous n'avons pas demandé à ce que l'Allemagne perde la guerre et que nous devenions un butin de guerre que se sont partagés les Français et les Anglais. Nous nous sommes battus comme nous avons pu pour nous remettre ensemble.
D'abord sous la réunification, après l'indépendance de l'un en 60, de l'autre en 61 pour la réunification. Et nous nous sommes battus pour nous mettre ensemble sous un Cameroun uni. Mais ce que nous avons oublié, c'est qu'effectivement, il y avait une longue période de séparation et qu'une partie du pays, notamment celle qui est minoritaire, était nostalgique d'une culture héritée de la Grande-Bretagne, la culture de l'autonomie, la culture de l'auto-prise en charge. Et ils ont commencé à le dire depuis des années. Et moi qui suis francophone, je vous dis, Monsieur Ernest Obama, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de la décongestion de l'État central. On va peut-être parler tout à l'heure, mais j'en profite pour y aller. Parce qu'il y a au cœur de cela la question de la décentralisation. Elle est en marche déjà. Mais comment peut-elle être en marche? Vous le dites peut-être parce que vous voulez que je bavarde ou que je parle. Comment peut-elle être en marche? Lorsque vous avez des mairies, on vous dit que les mairies reçoivent des financements. Notamment, il y a les impôts qui sont dévolus dans la péréquation aux communes. Vous savez comment cet argent arrive aux communes? Non, vous ne savez pas. D'abord, ce n'est pas les communes qui les recouvrent, c'est le service des impôts qui souvent est en sous-effectif et c'est jamais fait à temps. Ensuite, c'est reversé, principe unicité des caisses oblige, dans les trésoreries payeries générales. Je ne vous dis pas par quelle acrobatie les maires réussissent à accéder à cet argent. Ce n'est pas tout. L'accès même, on vous parle de... Comment on appelle ça maintenant? Ça, d'ailleurs, le décret a été signé l'autre jour. Il y a tout un budget, une part de budget, une dotation à la décentralisation. Vous savez que le 22 février 2019, le Premier ministre John Gouttet a signé un décret qui a augmenté l'enveloppe de 10 milliards à 50 milliards. Et que désormais, 100 millions, parce qu'il y a 36 milliards là-dedans qui sont dévolus à l'investissement. Donc chaque mairie désormais au Cameroun va recevoir cette année 100 millions de francs CFA au titre de l'investissement. Mais que ce soit cette somme-là, que ce soit les fonds transférés sur le compte du transfert de compétences, vous savez où va cet argent? Toujours dans les trésoreries payeries générales. Vous savez comment les maires obtiennent cela? Par un système de carton. C'est-à-dire que c'est encore l'autorité déconcentrée qui autorise que le maire puisse accéder à des fonds qui prétendument lui reviennent. Comment vous appelez cette décentralisation? D'ailleurs, c'est amusant parce que dans l'enveloppe de 50 milliards, moi j'ai lu, article 3, c'est un petit décret, c'est 6 articles. Article 3, article 4, il y a un tableau. Et il y a 600 millions de francs, une fois encore dans la dotation, dévolue aux administrations déconcentrées, dit-on, pour accompagner la décentralisation. Ça ne s'arrête pas là. Allons au FECOM. Comment expliquez-vous que le FECOM, qui reçoit l'argent des mairies, garantit l'investissement dans les mairies, soit dirigé encore par l'État central? Et que même dans le conseil d'administration du FECOM, les mairies ne soient représentées, je crois, qu'à hauteur de 2%. Je crois que cette affaire, c'est un miroir aux alouettes. Où nous allons véritablement, et moi je vais vous dire, M. Obama, et suggérer, souffrer que je puisse, modestement, c'est le président de la République, je ne veux pas dire un conseil, mais faire une suggestion au président de la République. Si nous voulons un pays, et moi je ne voudrais pas qu'il sorte comme Bouteflika et les autres, c'est pour ça que je lui fais cette suggestion. Si nous voulons que notre pays se redresse, décentralisation, permettons à nos mairies, c'est ce que nous on a appelé la régionalisation, parce que figurez-vous que si ce problème n'est pas réglé au niveau des communes, ce ne sera pas réglé après les régionales. D'ailleurs, allez lire la loi d'orientation, allez lire les lois de 2004. L'autorité administrative, c'est lui qui donne un avis pour qu'il y ait une réunion du conseil régional. C'est lui qui décide de l'ordre du jour du conseil régional. Il peut même interdire la réunion du conseil régional. Et plus grave, le président de la République a le droit à tout moment, quand il le veut, de dissoudre un conseil régional. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Monsieur le Président de la République, décongestionnez l'État. Mettez en place une fonction publique municipale, c'est-à-dire qu'il y ait une administration municipale, qu'il y ait un vrai pouvoir municipal, qu'il y ait aussi des réformes aux CEFAM, pour que ceux qui sont formés pour administrer les communes
soit davantage compétent. Le peuple a besoin de se prendre en charge. L'État est déshumanisé, l'État est défiguré. On a l'impression qu'il y a une poignée de rentiers au sommet de l'État. Et le restant des citoyens, ils ont le sentiment de subir l'État. Ils veulent se prendre en charge. C'est cela le message principal qui nous vient de la crise anglophone. Et c'est ce message qui va être amplifié par la suite du côté francophone, si nous ne prenons pas très vite les dispositions qu'il faut. On va parler de la période post-électorale, mais avant, peut-être une question banale. Vous avez désormais un bureau à soi? On vous a vu sur l'actuel assis sous un arbre. Après, peu avant, on a vu une note qui circulait, qui demandait que vous rejoigniez votre poste. Après, vous avez été muté au bureau du vice-recteur. Est-ce que c'est facile au Cameroun d'être candidat à l'élection présidentielle, opposé au président qui est au pouvoir, qui nomme aux emplois administratifs et rester fonctionnaire? C'est facile? Je crois qu'il y a plusieurs opposants qui sont fonctionnaires. Vous avez parlé du professeur Kamto tout à l'heure. Je crois que c'est vrai qu'il va en retraite cette année ou l'an prochain. Mais je crois qu'il est toujours enseignant de lyrique et qu'il perçoit toujours son salaire pour prendre ce cas-là. Bon, je ne crois pas que ce soit difficile de ce côté-là. Et je crois qu'il y a plusieurs opposants qui sont dans la fonction publique. Bon, mon cas, moi je ne crois pas que ce soit difficile. Vous savez, j'ai été relevé de mes fonctions. J'étais directeur adjoint de Radio Campus et le nouveau recteur, à peine il était arrivé, qu'il a décidé de me relever de mes fonctions et de m'affecter en complément d'effectif chez le conseiller technique. Il disait que vous étiez absent régulièrement de votre poste. Non, je n'étais pas absent à Radio Campus. Et puis de toute façon, c'est discrétionnaire. C'est-à-dire un recteur, il a le droit de vous nommer et de vous relever quand il veut. Et puis de toute façon, moi j'ai toujours été heureux de servir mon pays, nommé ou pas. Il ne faut pas penser que lorsque je dis que j'ai été envoyé en complément d'effectif, j'essaie de dire que c'est une sanction. Je rappelle que même lorsque vous sortez de l'ENAM, avant qu'on ne vous nomme premier adjoint ou sous-préfet, vous êtes d'abord au ministère et ça s'appelle être en complément d'effectif. Tout ce que j'ai demandé depuis que j'avais été envoyé en complément d'effectif, c'était d'avoir un bureau. Mais je travaillais. Je vous rappelle d'ailleurs que j'avais reçu une note de mon patron me demandant mon avis sur la construction d'un nouveau portail. Bon, c'est vrai que dans ma note, je lui avais répondu que j'ai une formation de communicateur et de juriste avant, et que je n'ai que des notions d'Internet sur le génie civil. Votre patron a demandé votre avis sur la construction la construction d'un nouveau portail. Et moi, je lui avais répondu à l'époque, dans ma note, que bon, comme je passais par ce portail tous les matins et que je voyais qu'il ne se fermait plus, que par bon sens, je pense qu'il était bien qu'on construise un portail. Et je crois que ma note a été suivie. Quelque temps après, j'ai vu un chantier de construction de portail. Donc, j'ai toujours été au service de mon pays. Je demandais juste qu'on me donne un bureau. Je ne sais pas pourquoi ça vous fait rire, M. Obama, que je sois au service de mon pays. Tout ce que je demandais, c'était d'avoir un bureau. Je n'avais donc pas de bureau. Je n'avais pas où m'asseoir. Je déambulais dans le campus, parce qu'il faut que cela soit dit. J'allais tous les matins. J'avais même demandé à mon patron, je fais comment? Il m'a dit, il faut venir tous les matins, vous me saluer. Votre patron de l'époque? Oui, vous me saluez. Et s'il y a quelque chose. Et puis un jour, je suis allé voir madame le secrétaire général, le professeur Tang, je donne son nom. Je lui ai dit, madame, je ne peux quand même pas venir tous les jours au campus pour saluer les gens. Et quand je les salue et que je n'ai rien à faire, je vais de bureau en bureau. Je erre comme un mauvais esprit. Bon, je préfère m'occuper à autre chose jusqu'à ce que j'ai un bureau. Et je me suis occupé à autre chose. Peut-être même que ça m'a permis d'être plus utile au Cameroun en trouvant du temps pour penser à un projet pour mon pays. Bon, plus tard, j'ai appris que je n'allais pas au travail. Je suis donc allé au travail immédiatement. Et je n'ai pas trouvé qu'il y avait de bureau. Je me suis renseigné partout. J'ai cru qu'il y avait désormais un bureau. On m'a dit qu'il n'y en avait toujours pas. Je me suis donc assis sous l'arbre parce que, en plus, mes amis chez qui j'allais souvent passer du temps, taper les commentaires, comme on dit, on les a tous nommés ou affectés entre-temps. Donc je ne connais plus grand monde. Je suis resté sous un arbre. Bon, apparemment j'ai mal fait de dire que je suis sous un arbre. Je suis toujours au service de mon pays. Et j'entends toutes sortes de choses. Vous avez été muté maintenant, vous avez un bureau? Mais voilà, j'ai été muté dans un secrétariat. Je devrais, depuis que j'ai été désigné, je ne suis pas encore allé prendre service. Je vous le dis, en toute honnêteté, j'irai prendre service et on va certainement, j'espère cette fois, me montrer, mais je sais déjà où j'ai été affecté parce que je connais l'espace en question
il y a une table et 2 chaises. Je crois que là-bas au moins, et je crois d'ailleurs que qu'est-ce qu'on fait dans un secrétariat? Parce que je connais les personnes qui y travaillent. Généralement, vous entendez la cloche sonner et puis on vous dit peut-être aller faire le transfert de crédit ou alors aller prendre un dossier au courrier. Bon, peut-être c'est ce à quoi on estime que je dois être utile pour mon pays. Il n'y a pas de souci. Je le ferai et ça ne m'empêchera pas d'être candidat aux élections qui s'en viennent. Et ce qui me fait rire un peu, j'entends et lis toutes sortes de choses. Bon, c'est né d'une émission récemment où je n'ai pas eu le temps de bien expliquer. J'entends des choses sur le salaire. Alors, il se dit que je gagnerais donc un salaire sans travailler. Mais personne ne veut écouter que je vous dis que j'ai toujours travaillé quand on m'a sollicité et que j'ai l'impression, et je l'ai dit partout, que j'étais payé parfois pour ne rien faire. Donc, je dis encore ceci. Le salaire en question, je le mérite. Parce que mon employeur me le vire. On ne cesse de virer un salaire à un employé que lorsque son contrat est suspendu ou lorsque le contrat est résilié. Et mon employeur n'a pas suspendu mon contrat. Moi-même, je n'ai pas encore demandé, je pourrais le faire, à le suspendre parce que le texte qui régit le personnel de l'université autorise tout personnel à demander suspension de son contrat pour un maximum de 2 ans. Je ne l'ai pas encore fait. Mon employeur ne se plaint pas. Parce que si mon employeur avait un souci, mon employeur lui-même, il sait qu'il ne m'a pas beaucoup, en dehors de la note pour le portail, ne m'a pas donné du travail. Et me vire ce salaire. C'est depuis octobre que moi j'ai décidé, par acquis de conscience, parce que j'ai une éthique, je me suis dit, bon, de toute façon, à partir d'octobre, je suis véritablement en politique. Je ne vais vraiment plus au travail, c'est-à-dire que même si on avait envie de me donner du travail, forcément, peut-être qu'on ne me verrait pas. J'ai dit cet argent, je préfère le laisser là. Et un de ces 4 matins, je le prendrai et je le donnerai à un orphelinat ou pour une œuvre sociale pour que j'ai la conscience tranquille. Mais j'entends des choses du genre, il faut le reverser au trésor. C'est une recette, c'est mon salaire, non? D'accord, c'est compris. On va parler de la période électorale et même post-électorale, si cela vous convient. Il nous reste 20 minutes à passer ensemble, on n'a pas eu le temps passer. On a encore de nombreux sujets à aborder. D'abord, cette question n'était pas prévue dans mon fil conducteur. Cabral, quand vous êtes ressorti de l'élection présidentielle, après la proclamation des résultats du Conseil constitutionnel, le résultat que vous avez obtenu, quel est le sentiment que vous avez eu? Est-ce que vous vous y attendiez à ce score-là au départ? Est-ce que vous avez été surpris par le score que vous avez eu? J'ai été surpris par le score. Je reste convaincu que c'est plus que cela. Mais je n'ai pas les preuves de ce que j'avance. Je l'ai toujours dit. Je reste convaincu que ces Camerounais que j'ai rencontrés m'ont voté plus que cela. Vous n'avez pas de preuves? Mais je n'ai que 13 000 PV, je l'ai dit. Ça me donne vainqueur, mais c'est 25 000 PV. Sur les 13 000 PV, vous êtes vainqueur? Oui, il me donne légèrement vainqueur. Légèrement? Oui, légèrement. Devant qui? Vraiment, vous voulez créer une autre polémique. Ça me donne légèrement vainqueur et les PV sont consultables. Il n'y a que 13 000 sur les 25 000. Vous êtes journaliste, vous venez consulter quand vous voulez. Donc, j'étais très en colère. Je m'étais dit, on n'est pas obligé de faire ça. On n'est pas obligé. Surtout qu'on avait tellement bossé et qu'on avait tellement encouragé les gens à s'intéresser à la politique. Vous avez vu les meetings, celui de Douala, celui de Marois. Le meeting de Douala en image, justement. Oui, mais ce meeting-ci, c'est même pas celui qui me touche le plus. C'est celui dont les images circulent le moins. Le meeting où moi-même j'ai pleuré. Parce qu'en fait, beaucoup de mes camarades pleuraient à chacun de ces meetings. Le meeting où j'ai moi-même pleuré, c'est le meeting de Kribi. J'avais vu un monde comme jamais. D'ailleurs, tout le monde était sorti, y compris toutes les hautes autorités. Même les plus anciens sont venus me dire de mémoire de vieillard dans cette ville. Même pour le parti au pouvoir, on n'a jamais vu ça. J'ai vécu la même chose à Garoua-Boulaye, à 3 heures du matin. Vous savez, j'en parle, ça peut perler à mon œil. 3 heures du matin. J'ai trouvé une foule immense qui attendait. Ces gens, et à chaque fois je demandais, montrez vos cartes. Tout le monde n'en avait pas. C'est vrai, beaucoup ne se sont pas inscrits comme on l'aurait souhaité. Il y a eu, selon les chiffres officiels, 6,8 millions par là, votants, 3,7 millions par là. Le message n'est pas passé. Et je suis sorti de l'élection avec la colère,
pour les résultats et le regret. Et ce regret, je le partage avec beaucoup de Camerounais qui me le disent dans la rue, qu'on aurait pu vous écouter. Mais beaucoup me disent aussi qu'ils ne m'ont pas écouté, mais à côté, oui, mais on y revient. Ils ne m'ont pas écouté à cause de tout ce qu'on a dit de moi, à cause de tout ce qu'on disait de moi. Et je suis souvent resté silencieux sur cette question. Ce sera interprété comme on voudra. Allez dire au MRC que j'ai pris acte de la haine. Quand je dis le MRC, j'ai pris le temps de réunir les preuves. Vous aurez beau dire, le président Kamto n'a jamais parlé de vous, encore qu'il l'a fait, me traitant de cadet irrévérencieux, un de ces quatre. Mais lorsque votre vice-président traite votre concurrent de tous les noms d'oiseaux, lorsque votre conseiller à la communication traite votre concurrent de tous les noms d'oiseaux, lorsque vos directeurs de campagne disent toutes sortes d'inepties sur votre concurrent, lorsque vos militants racontent toutes sortes de sottises et de bêtises sur votre concurrent, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir la bouche. Soit votre silence est complice, soit vous en êtes l'instigateur. Et je voudrais leur dire, comme celui-là, enseignant à l'université, je ne dis pas laquelle, qui a partagé un matin à tous ses collègues, ne sachant pas que parmi ses collègues, j'avais mes amis, à 5h30 un matin, que je gagnais des marchés dans un établissement public de la place où un membre de ma famille travaille. Et qu'un de ses collègues m'a appelé à 6h, me disant, mais Cabral, tu nous compliques la vie. Comment tu peux mener une telle vie? Tu parles de quoi? Lui avais-je posé comme question. Il me dit, mais voilà ça, je t'envoie par WhatsApp. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était déjà sur Facebook. Qui vous a envoyé ça? C'est elle. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Comment un homme de ce niveau, de cette trempe, de ce grade, peut se livrer à un tel bénévolat de bassesse? Je ne sais pas ce que j'ai fait à ces gens. Mais il ne me souvient pas que dans ma pauvreté, comme il le disait à l'époque, que je n'avais que 2 vestes. Que dans ma mendicité, comme on m'a dessiné un jour sur un journal avec demandant les tchang-tchang. Il ne me souvient pas qu'avec ma bande d'oisifs, comme il disait à l'époque, des cervelets, nous ayons dit le moindre mal de quelqu'un, nous arpentions les rues. Nous nous tenions comme des gens bizarres dans des marchés. Nous allions dans des villages, suppliant même carrément les gens de s'inscrire sur les listes électorales. Que leur avons-nous fait pour nous vouer une telle haine? Mais moi, je vais vous dire, je ne crois pas qu'on doit construire un pays de haine. Tout comme tout à l'heure, vous parliez de fédéralisme. Moi, je suis très respectueux des autres, parce que ça m'a échappé, c'est l'occasion de le dire. Parce que c'est bien que Chief Moukete parle de fédéralisme. D'ailleurs, j'entends souvent dire que le parti qui a le premier parlé de fédéralisme au Cameroun, c'est le SDF. Moi, dans ma petite culture, moi, je sais que c'est le MP de Jean-Jacques Kindi. Mais revenons, parce que ça m'est revenu là tout de suite. Et c'est toujours bien de restituer l'histoire. Pour dire que, autant que je remonte, que ce soit dans mes chroniques, que ce soit dans mes activités avec mes équipes, nous essayons de vendre, c'est un terme mal choisi, une vision. Nous pensons le Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Nous pensons un Cameroun avec des idées, M. Obama. Vous êtes un média, parlons-en. Vous avez la licence? Non. Nous pensons un pays démocratique, où on n'est pas obligé de payer 100 millions pour avoir une licence, où on n'est pas obligé de voter une loi du 20 avril 2015, demandant à des télévisions de payer une redevance mensuelle de 4,5% de chiffre d'affaires, hors taxe. Voilà ce dont nous parlons. Nous parlons d'un pays où règne une justice, où on fait des réformes. Nous parlons de décentralisation. Nous avons des idées. Nous parlons d'un parlement monocaméral qui nous fait faire des économies de 12 milliards pour renflouer de 5 milliards la caisse qui permettra de financer les médias. Tiens, voilà ce dont nous parlons. Nous avons des idées, nous avons des propositions, nous n'insultons personne. Mais pourquoi on nous déteste tant au point qu'aujourd'hui, des gens égrènent des chapelets pour que les citoyens ne soient pas légalisés? Les gens vont même voir des marabouts pour que la mort nous trouve quelque part. Souvent, j'annonce que je suis en train de voyager, vous voyez des gens identifiés et identifiables
souhaité que je meure. Comment est-ce possible que quelqu'un qui prétend être journaliste aille se balader dans la ville de Douala, filme l'immeuble de son choix, poste que Cabral Libye a acheté un immeuble. Et dans ce parti-là, on ne lui dit pas de se taire. Et moi, j'ai dit aux gens qui me croisent dans la rue, c'est la toute dernière fois qu'un journaliste me pose encore des questions sur une affaire d'argent que tu aurais reçu. D'ailleurs, vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai voyagé. Monsieur Obama, en juillet 2017, je suis allé aux États-Unis pour la première fois de ma vie. Je n'étais pas candidat. Il n'y avait pas eu de cotisation au Cameroun. Arrêtez de raconter du n'importe quoi aux citoyens qui attendent des solutions à leurs problèmes. Alors je dis ceci. S'il y a vos collègues qui regardent, ou vos confrères, c'est la dernière fois que sur un plateau, si c'est encore le cas, je me lève et je rentre chez moi. Des questions sur des histoires d'argent, des questions sur des ragots de quartier, de sous-quartier, des histoires sur des sauvageries qu'on colporte partout parce qu'on n'a rien à faire. Désormais, quand vous m'invitez, vous me posez des questions de fond. Moi, je pense le Cameroun. Je passe ma journée à travailler avec mes équipes, nous pensons le Cameroun. On n'a pas gagné en 2018. Dieu nous fera grâce. On aura des députés en 2019. On aura des maires, des conseillers municipaux en 2019. Nous essaierons de montrer qu'on peut diriger le Cameroun autrement. Nous essaierons de montrer aux compatriotes qu'on peut avoir un autre pays respecté dans le monde. C'est ça qui nous préoccupe. Merci. On va poser... ça va? Excusez-moi de m'être envolé quelque peu, mais je c'est reste normal, un hein? humain. C'est ça également, décryptage. J'ai une question à vous poser, j'espère que j'aurai une réponse sincère. Ce n'est pas un ragot, c'est un fait que je veux vérifier. Peut-être que le fait n'est pas encore établi. Est-ce que c'est vrai que le MRC vous a contacté peu après l'élection présidentielle pour avoir les PV de 11 millions de citoyens? Le MRC m'a effectivement contacté après l'élection présidentielle. D'ailleurs, c'était le même jour que... Qui vous a contacté? Maurice Kamto lui-même? Écoutez, il y a des détails vraiment qui sont inutiles. Je vous dis, le MRC m'a contacté le jour même où le professeur Kamto annonçait sa victoire. Avant ou après? Non, déjà, on avait travaillé, mais ça, je l'ai déjà dit. Moi, j'ai travaillé autant que j'ai pu pour la mutualisation. Et je salue, au passage, voilà de bonnes nouvelles. Je salue les camarades, les compatriotes du SDF pour certains, du PURS, de l'UPC, et même d'ailleurs certains du MRC pour la plateforme que nous mettons en place à Douala. Je salue certains compatriotes, même de l'UNDP. Vous me direz, c'est un parti proche du pouvoir avec lequel nous sommes en train de mettre des plateformes. J'ai travaillé avec le professeur Kamto, je l'ai déjà dit, par 2 fois. Une fois chez lui, une autre fois dans mon bureau. C'était d'ailleurs lui qui l'avait souhaité parce que par respect pour lui, moi je souhaitais aller là où il est. On a essayé de travailler, ça n'a pas marché. Et par la suite, lorsqu'il a annoncé sa victoire, il m'a contacté pour que nous mutualisions pour défendre sa victoire. Et moi j'ai dit que de toute façon... Est-ce que vous permettez? Ça veut dire qu'il a annoncé la victoire, c'est après l'annonce de la victoire qu'il est venu vous voir pour avoir les PV? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis bien pour que nous défendions sa victoire. Et c'est en ce moment que moi j'ai dit, d'accord, je suis même convaincu que c'est l'un d'entre nous de l'opposition qui a gagné. Enfin, j'emploie encore le terme convaincu. J'ai l'intuition que c'est l'un d'entre nous de l'opposition qui a gagné. Mais moi j'ai un petit souci. J'ai mes quelques PV. À l'époque, je n'avais pas encore les 13 000. Parce que réunir les PV, c'est un exercice très difficile. Vous savez, lorsqu'un PV doit vous venir de Guimado, Guimado, c'est à 90 km de Zina et à un peu moins de 70 km de Koussiri. Et il y a là-bas, je crois, 4 ou 5 bureaux de vote. Lorsque le PV doit vous venir de là, et c'est 15 000 francs, le transport. Aller-retour 30 000, pour arriver à Koussiri. Mais non, ça ne suffit pas. Parce que, vous savez, comme le président de la République a le chic de convoquer toujours les élections en saison pluvieuse, cette zone-là est coupée en saison pluvieuse du reste du Cameroun 5 mois pendant l'année. Donc, on y va simplement par hors bord. Donc, pour que le PV qui vous vient de là vous parvienne, ça peut prendre un peu de temps. Mais le peu de PV que j'avais en ce moment précis, je leur ai montré. En fait, je leur ai dit, je les ai. Comme vous, vous avez aussi des PV. Je présume même que vous en avez plus que moi. Puisque enfin, moi, j'étais le plus pauvre des candidats et lui, il était réputé être parmi les plus riches. Donc, je présume que lui, il avait les moyens d'avoir plus de PV. Tout ce que j'ai souhaité, c'est que nous nous retrouvions,
que nous compulsions nos PV, même à un pourcentage de 70 ou 80%. Et qu'après cette compulsion, si ça le donne vainqueur, ben, sans même réfléchir, je demande à mes camarades de nous mettre derrière celui qui a gagné. J'ai attendu désespérément d'avoir ces PV. Des appels m'ont été lancés par le média, par lui-même le prof. Moi aussi, j'ai répondu par média que j'attendais les PV. J'attendais que nous nous retrouvions pour compulser les PV. Donc vous aviez vos PV. Ce que j'ai reçu en réponse, c'est que je suis un pion du régime. C'est que je suis bête. C'est que je suis idiot. Et tout ce que vous voulez. Voilà la réponse. Est-ce qu'on peut penser que le MRC n'avait pas de PV, selon vous? Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai ma démarche à moi avec mes camarades. Le MRC a sa démarche. Donc ne me posez pas de questions. Moi, je vais vous dire une chose. Puisque vous voulez absolument que je parle de cela. Pour moi, n'ayant pas de preuve de ma victoire, j'ai très vite compris que je devais commencer à me préparer pour la suite. J'ai voulu dire à la presse ce que j'en pensais. Vous vous souvenez, la police avait assiégé notre QG. J'ai fait mes rapports. Je suis allé les déposer à l'Union africaine, aux Nations unies à New York, et j'ai pris du repos pour retrouver de l'énergie, moi-même, mes camarades avec, parce que dès le 2 janvier, nous, on savait qu'on devait repartir sur le terrain. Ce que nous faisons, je vous rappelle que, en venant à cette émission, je viens d'un voyage. On s'amusait à calculer le nombre de kilomètres que j'ai parcouru depuis le 2 janvier. On est arrivé à environ 12 000 kilomètres, à plus de 70 arrondissements. Il fallait que j'ai de l'énergie pour reprendre ce travail. Bon, maintenant, moi j'ai un très grand respect pour le professeur Kamto. Vous savez, nous qui sommes juristes, on nous a appris les sources du droit. Il y a la loi, il y a la jurisprudence, il y a les grands principes de droit et il y a la doctrine. La doctrine, c'est la littérature qui est produite par les grands maîtres du droit. Et le professeur Kamto, pour ceux qui s'amusent souvent à parler de lui, bon là on parle politique, n'importe comment, sur l'affaire de l'école du droit, il faut s'incliner. Vous savez, quelqu'un qui a été, moi je suis juriste internationaliste, membre de la commission de droit international, c'est la commission qui écrit le droit qu'on applique dans le monde entier. Lorsqu'il prend sa plume en 2004 et écrit que le juge constitutionnel est infaillible, ça enrichit la doctrine. Ces jeunes étudiants comme moi, nous prenons ces écrits et nous les citons dans nos travaux. 15 ans plus tard, lorsqu'il écrit le contraire, que le juge constitutionnel est désormais faillible, qu'est-ce que nous autres, apprenants, pouvons faire? C'est que nous mettons simplement dans nos travaux que la doctrine a évolué. Sauf que quand la doctrine évolue, il faut que ceux qui appliquent le droit soient convaincus de cette évolution. Et je crois simplement que c'est à cet exercice aussi qu'il est soumis ces jours-ci, dans le contentieux post-électoral. Il lui appartient de convaincre maintenant ceux qui appliquent le droit de la pertinence de l'évolution de cette doctrine. Moi, c'est tout ce que je peux en dire. D'accord. Il nous reste 5 minutes à passer ensemble. Cabral Libby sera-t-il candidat aux élections à venir, municipales ou législatives? Si oui, dans quelle Vous pourriez ajouter présidentielle aussi, si Dieu m'en donne présidentielle, c'est certain. La possibilité ou l'opportunité. Mais déjà là, pour 2019, je serai candidat aux législatives et aux municipales. Où? Monsieur Ernest Obama, inscrivez-vous sur une liste électorale et préparez-vous à choisir un maire, en fait, une liste aux législatives et aux municipales. Le seul souci que moi j'ai aujourd'hui, c'est que, après la réunion du 3 dont je vous ai parlé, le dossier de notre parti politique, les Citoyens, n'est pas encore en légalité. Donc, le Cabral Libby, qui tout à l'heure appelait à la décongestion démocratique, j'interpelle les autorités du ministère de l'administration territoriale à nous permettre de nous déployer rapidement. Parce que tant que nous n'aurons pas la légalité de notre parti politique, il nous sera très difficile de nous déployer pleinement. C'est pour cela que je remercie Monsieur le gouverneur qui a diligemment traité notre dossier, qui bien avant l'échéance des 15 jours qui lui sont impartis par la loi, avait déjà transféré le dossier au MINAT. J'ai suivi le dossier au niveau du MINAT. Il se trouve actuellement au niveau du service des partis politiques. Je suis également allé leur dire
que pour nous, c'était une urgence. 2019 n'est pas une année comme une autre. C'est une année électorale. Nous avons besoin d'un appareil pour aller aux élections. Partout où je vais sur le terrain, là, je m'apprête à aller dans la Damawa et je fais un clin d'œil à mes compatriotes de ce côté qui souffrent beaucoup. Mais heureusement, les forces de l'ordre essayent de résoudre le problème maintenant. Souffrent beaucoup de la question des enlèvements que j'ai d'ailleurs laissé l'autre jour à Pitois. Même si, depuis qu'on a annoncé mon arrivée dans la Damawa, certaines autorités publiques vont réunir les chefs traditionnels et leur disent que si l'un d'entre eux passe même à côté de là où je tiens ma réunion, il sera détrôné. Bon, c'est des choses qui font rire, mais malheureusement, ça fait partie des petites intimidations que l'on distille parfois dans l'arrière-pays. Comment vous allez choisir vos candidats aux élections à venir? Quels seront les critères des candidats de votre parti politique, les citoyens? Le principal critère chez nous, c'est le projet de société. Vous voulez être conseiller municipal? Quel est votre projet de société municipale? Vous voulez être député? D'ailleurs, la circulaire circule déjà dans nos groupes. Quel est votre projet de société législative? Quel type de député voulez-vous être? Et puis, la moralité. Dans nos listes, nous voulons des personnes qui sont dignes de recevoir la confiance du peuple. Nous procéderons d'abord par consensus, d'abord par consensus. Ensuite, si le consensus ne peut pas régler le problème, nous procéderons par les primaires. C'est déjà annoncé dans nos groupes. Ben oui, effectivement. Nous privilégions. Vous savez, ce n'est pas par hasard que nous mettons le citoyen au cœur de l'État. Pour nous, l'État existe pour l'humain et devra survivre par l'humain et pour l'humain. C'est pour cela d'ailleurs que nous proposons d'écrire le contrat social. Vous savez, M. Ernest Obama, je parlais du Chief Moukete tout à l'heure. Nous avons besoin d'élus porteurs de vision. L'une des raisons pour lesquelles nous pensons que le Parlement ne sert à rien, c'est parce que nous avons des parlementaires exécutants. Parfois, nous avons même l'impression qu'ils ne sont pas instruits. Pourtant, certains députés sont des personnes que nous avons connues par le passé. Certains ont été nos enseignants, certains ont fait leurs preuves dans la vie active. Pourquoi lorsqu'ils vont au Parlement, ils deviennent aussi atrophiés, aussi anesthésiés? Parce qu'il y a des blocages de plusieurs ordres. Le travail parlementaire est encadré par des textes qui font que le parlementaire est corseté. Mais c'est autant de choses qu'il faut bousculer. C'est pour ça que le Cameroun a besoin, et même le président de la République. Aujourd'hui, pour qu'il y ait la décongestion qui lui éviterait une sortie à la Bouteflika, on a besoin d'un parlement dynamique. On n'a plus besoin d'un parlement d'exécutants, mais on a besoin de parlementaires porteurs de vision. D'accord. Qui se battent au quotidien pour que les intérêts du peuple prospèrent. En ce moment, ce peuple aura le sentiment d'être représenté et ne lui passera pas à l'esprit l'envie d'occuper la rue ou de casser ou de détruire quoi que ce soit. On va sortir de cette émission. Peut-être deux dernières questions au ping-pong. Quelle a été la meilleure image que vous gardez de la présidentielle 2018 au Cameroun? Vous, quelque chose que vous avez vécu, que vous avez ressenti de positif? L'engouement populaire. L'engouement populaire. Vous savez, M. Obama, chaque jour, moi je prie tous les matins, et chaque jour je rends grâce à Dieu pour ce qu'il m'a fait en 2018. C'est le plus beau cadeau de ma vie. C'est-à-dire, même si je n'étais plus jamais candidat, je remercierai éternellement, du moins tant que je vivrai, et si j'en croise certains au paradis, je le leur dirai. Mais il y a aussi une autre image. Elle est négative. Négative. Bon, là encore, on va interpréter comme on voudra. Moi, je suis un homme de réconciliation. Je suis un homme de paix. De passage à Garoua, pendant la campagne, j'ai souhaité aller rendre visite, enfin, pas rendre visite, visiter la demeure du premier président du Cameroun. Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo. Ça m'a choqué ce que j'ai vu. Tout comme j'ai toujours été choqué par le sort. Vous savez, vous parlez beaucoup de Oumniobe, n'est-ce pas? En histoire et autres. Vous savez où il est enterré? C'est une colle. Vous, Ernest Obama, vous avez fait des cours d'histoire. Une loi de 91 a réhabilité Oumniobe comme héros de la nation. Vous savez où il est enterré? C'est moi qui pose des questions sur le plateau, malheureusement. Bon,
Vous avez refusé de répondre, donc je suppose que vous savez, vous avez juste refusé de répondre. Donc, je mets les deux. Parce que il y a un exercice que j'ai fait aussi pendant cette campagne. Aller me ressourcer auprès du prolongement de l'action de qui je me situe. Vous étiez à Dakar pour Amadou Ahidjo. Oui, je suis allé à Fumban et ailleurs. Et vous savez, j'encourage les jeunes à le faire. C'est pour cela que je parle d'un panthéon. Pour tous ces héros de la nation. D'accord. Et j'aimerais qu'un jour, parce qu'un jour, que ce soit vous ou moi, ou Paul Biya, qui devenions président de la République, pour notre cas à nous, ou Paul Biya, toutes ces personnes qui ont œuvré pour le Cameroun, d'une façon ou d'une autre, méritent une respectabilité éternelle. Mais, puisqu'on sort de l'émission, permettez-moi quand même de vous dire mon admiration. À vous, M. Ernest Obama. Je sais que je vous surprends. Et je surprends ceux qui nous regardent. Les gens ne le savent peut-être pas, parce que hier, nous nous sommes rencontrés à la faveur de la préparation de cette émission. Et vous m'avez appris que votre frère aîné était souffrant. Et je vous ai d'ailleurs accompagné à l'hôpital, aux urgences. Nous l'avons trouvé en réanimation. Et je ne veux pas dire aux autres comment nous nous sommes battus hier pour trouver 6 poches de sang. Et hier soir, vers 18h, on m'a annoncé qu'il est décédé. Et vous vous souvenez, je vous ai appelé pour vous adresser mes condoléances et vous demander si vous auriez le courage de présenter l'émission. Et là, je me rends compte que, sauf ceux qui le savaient, ou alors ceux qui ne le savaient pas, étaient loin de s'imaginer que le trépignant Ernest Obama, qui vient de me cuisiner à sa façon, est profondément endeuillé parce que je n'ai pas encore vécu cette douleur-là. Mais j'imagine même pas ce que ça peut être de perdre son frère aîné. En tout cas, je me souviens que vous m'avez confié hier que vous ne savez pas comment vous allez vivre ça. Mais je vous dis bon courage. Seul Dieu peut apaiser la douleur qui peut traverser votre cœur en ce moment. Merci. Peut-être une dernière question, Cabral. Est-ce que vous vous occupez encore de la maison au moins? Vous avez encore un peu de temps pour madame à la maison? Vous êtes toujours parti quand vous n'êtes pas à Douala, au nord avec Mokhtar Malpetel? Je connais quelques noms de ceux qui vous entourent, hein? Serge Olama. Aristide Bitouga, ouais. Joseph Niek. Oui, continuez, allez-y. Fabrice Béa. Armand Ocol. Eh bien, il y a un qui se bat tellement. Francky Maché. Actuellement, il est aux États-Unis. D'ailleurs, permettez-moi de raconter cette anecdote parce que j'ai dit quelque part, je peux? Bien sûr. Il y a une photo qui a circulé à un Clotaire. moment. J'étais, oui, Clotaire Sadifilé. Il y a une photo qui a circulé à un moment des États-Unis. Je sortais d'une grosse voiture noire, la Suburban. Vous savez, la Suburban, c'est le véhicule généralement dans lequel roule l'ambassadeur des États-Unis ici. Eh bien, les gens ont dit, oh, Cabral a beaucoup d'argent, il a acheté une Suburban. En fait, c'est la Suburban de Francky Maché, qui est notre camarade de 11 millions de citoyens. Et je lui ai dit, ben, comment toi tu peux rouler avec la voiture dans laquelle roule l'ambassadeur des États-Unis? Il m'a dit, mais Cabral, la Suburban, ça fait le taxi ici. Ça fait le Uber ici. Ici, ce n'est pas le Cameroun. Vous avez juste une asymétrie de perception. Mais ici aussi, les sénateurs roulent dans la même voiture. Donc nous sommes dans un pays où le sénateur roule dans la même voiture qui fait le taxi. C'est vous là-bas au Cameroun, nous au Cameroun, qui pensons qu'un ministre ne peut pas rouler dans une KE, c'est la KE 90, ou que sais-je encore. Non, il faut toujours que le ministre ait un véhicule qu'aucun autre citoyen ne peut acheter. Non. Vous savez, ces pays développés, c'est aussi ça le développement. Mais permettez-moi de saluer ma charmante épouse qui supporte effectivement cela, Muriel Peggy Bilunga, qui, elle, continue à aller au travail, contrairement à tout ce qu'on raconte. Et je crois que l'un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus de l'Éternel, c'est cette épouse. Vous savez, je ne suis pas facile à vivre du tout. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Elle me dit souvent que j'ai été pour elle une école et qu'elle n'est pas prête à s'inscrire dans une autre. Une façon de me dire que même s'il y a quoi, je serai toujours là. Mesdames, Messieurs, c'était Cabral Dibi. Il est jeune, il était candidat à l'élection présidentielle de 2018 au Cameroun. Il a surpris tout le monde avec un score qui n'était pas attendu. Il estime d'ailleurs qu'il a fait mieux que cela. Monsieur, si vous permettez. Allez-y rapidement. Oui, tout à l'heure, on a cité que les noms des garçons quand même.
Vous avez cité une Non, dame. mais c'était aussi Rolande ici. C'était aussi Madame Nomo. C'était aussi Aïcha Touinois. Que j'ai reçu sur le plateau de aussi Anne Club de Lutte. mon attaché de presse. Citez-les aussi, citez-les aussi. Il ne faut pas qu'on dise qu'11 millions de citoyens. Vous avez vu, d'ailleurs, nous avons un mouvement de ladies, carrément, dans 11 millions de citoyens. Et bon, dans la diaspora, alors, Germaine Lipep, Régine Mathieu, vous le voyez, ben, elle carbure. Donc vraiment, permettez-moi de dire encore merci à mes camarades. Le travail que vous abattez, et je vous le dis et je vous le réitère encore, tant que vous serez là et que vous vous battrez, je trouverai toujours l'énergie, même après avoir fait 500 km comme aujourd'hui, pour être là, pour tenir debout et continuer le combat. Merci à vous. On va remercier Cabral d'avoir été avec nous, mesdames, messieurs. Vous l'avez entendu, il sera candidat à l'élection municipale et législative à venir au Cameroun. On est revenu longuement sur la présidentielle 2018 au Cameroun. Il a donné son avis et il a répondu à certaines rumeurs qui circulent régulièrement sur la toile, même s'il n'entend plus en parler dans les jours à venir. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. On espère que vous nous retrouverez régulièrement. Votre place de consultant à Club de Lutte, est-ce que vous pouvez la reprendre? Mais bien sûr. Vous êtes prêt? Mais bien sûr. Je cherche à être occupé. D'accord, ok, c'est entendu. Je pense que le patron vous a entendu et qu'il prendra peut-être des mesures favorables pour cela. On remercie toute l'équipe de production qui était avec nous, Bruno Bidjan qui s'est occupé de la préparation de l'émission. Merci bien sûr à Willy Tchunko Sebri, à Kono, Stéphane à Kono également. J'ai oublié quelqu'un là. Il y a eu Bill en Vela. Mokhtar, on t'a déjà salué, on ne va pas te saluer deux fois. Merci à Jennifer Amougou également qui était avec nous dans l'équipe de production. Le programme a été supervisé par le... Hamatoukou Gandhi. Ah ben voilà, il a été salué déjà. Le programme a été supervisé par le président directeur général du groupe Anecdote, Jean-Pierre Amougou Belinga. On va donc justement rappeler que cette émission est dédiée à notre frère aîné. Il s'appelait Nananana Sébastien Girard. C'était le premier fils de ma mère qui portait par ailleurs le nom de mon père, dont c'était mon frère aîné qui nous a quittés hier au centre des urgences et des réanimations de Yaoundé au Cameroun. Mesdames et messieurs, on se retrouve dimanche prochain lorsqu'il sera à 11h dans le cadre de l'émission Club d'élite. On vous souhaite un excellent week-end en compagnie des programmes de Vision 4. Je vais rapidement retrouver mes bords pour donner la poule du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations. J'espère que je l'ai toujours. Il y avait le Bénin. Voilà, Bénin, Guinée-Bissau, Ghana seront donc des adversaires du Cameroun au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre en juin prochain en Égypte. Le tirage au sort a eu lieu aujourd'hui au Caire. Il y a également cette possibilité de voir le Cameroun abriter le CHAN qui est prévu en 2020 et l'Éthiopie ne serait pas prête, le Cameroun pourrait peut-être prendre cette compétition. On vous souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de Vision 4. N'oubliez jamais, mesdames, messieurs, le temps reste et demeure le véritable tribunal de l'histoire. Bien le bonsoir.